Marc Pellard, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes à la tête d'une entreprise qu'on peut qualifier de belle entreprise. Quel âge a-t-elle, cette entreprise? Alors, l'entreprise, mon père l'a créée il y a 60 ans, à peu près 64 ans. Je l'ai reprise en 91 avec certains du personnel, certains membres du personnel qui étaient déjà là à l'époque, que j'ai associé au capital. Et donc j'ai vraiment redynamisé complètement cette entreprise pour l'orienter, comme je l'explique après dans ma présentation, ouais, sur l'environnement, parce que avant tout, je suis naturaliste et c'est vraiment ma passion. Mon autre moi, c'est la nature. Et ensuite, je suis aussi chef d'entreprise. Donc oui, voilà, je vais vous présenter un petit peu qui je suis, parce qu'en fait, ce que je suis devenu aujourd'hui est directement lié à mon histoire, en fait, qui a commencé d'abord par des études d'agronomie. J'étais à Montaigne pour faire les classes prépa. Mais rapidement, j'ai arrêté et donc je vais vous raconter la suite. J'ai commencé par les classes prépa en agro. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains une flore qui a de suite été une révélation pour moi, parce que d'avoir un livre qui me permettait de donner le nom aux fleurs que je trouvais dans la nature, ça a été instantanément, je suis devenu passionné instantanément, et donc ça ne m'a pas quitté pendant, jusqu'à aujourd'hui à peu près. Et puis après, j'ai pas continué mes études, je suis parti en stop en Amérique du Sud, et ça a été un autre apprentissage. Donc aujourd'hui, je n'ai pas du tout de diplôme, hein. Et j'ai mon bac quand même, et puis j'arrive à aligner 2-3 chiffres de temps en temps quand même. Un certain nombre de connaissances acquises. Voilà, j'ai un certain nombre de connaissances acquises. Donc le voyage en Amérique du Sud m'a apporté évidemment des choses que l'école, l'université, les écoles d'ingénieurs n'auraient pas pu m'amener, qui est évidemment la relation humaine, la découverte des gens, et aussi une réponse un peu à une question qui me tarabustait avec mon apprentissage que j'étais en train de faire dans la botanique et dans l'écologie, qui est quelle est la place de l'homme dans l'écosystème. Puisque en fait, donc j'ai choisi de partir en Amérique du Sud pour voir ces populations humaines qui sont dans la forêt, qui sont intégrées au cycle écologique de la forêt, pour essayer de comprendre ce que je n'avais pas compris encore. Vous aviez quel âge là? Là, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, oui. Donc, oui, j'avais un an d'avance aussi à l'école, donc... et je suis parti j'ai fait le tour un peu en arrivant par le Venezuela, Manaus, et puis toute la descente de la forêt. Et ensuite, je suis resté en Guyane, où là, j'ai pu aller rencontrer les villages amérindiens et donc comprendre que, en fait, l'homme s'intègre dans l'écosystème. Il ne génère pas de déchets qui ne soient pas biodégradables. Vous bossiez en Amérique du Sud? Alors après, j'ai bossé, oui, j'ai bossé. J'ai bossé dans l'entreprise familiale avant pour me faire des sous. Ouais. Et puis après, je suis parti, j'ai dépensé mes sous et je suis arrivé en Guyane et j'ai recommencé à bosser pour vivre, quoi, disons. Hein. Et en même temps, je me suis écarté un peu de la civilisation pour aller passer quelques mois dans les villages et essayer de comprendre justement la relation qui lie ces populations humaines avec leur écosystème. Et donc, j'ai évidemment compris pas mal de choses, mais je ne vais pas tout vous raconter là, parce que sinon ça prendrait du temps. En 20 minutes, ça ne va pas passer. Donc, je reviendrai dessus. Et je suis revenu travailler avec mon père donc en 86. Donc 2 ans après. Ensuite, en revenant dans l'entreprise familiale qui existait déjà, je suis devenu quelqu'un d'autre en tant que professionnel, évidemment, du recyclage. Donc, vous voyez quelques images. Voilà, à gauche, c'est l'entreprise quand je suis arrivé, et au milieu, c'est plutôt ce à quoi ça ressemble, en attendant qu'on construise le double de bureaux, puisque de l'autre côté, on est en train de construire d'autres... Pour ceux qui l'ignoraient, elle est où l'entreprise? Alors l'entreprise, nous avons un site sur Mérignac. Ces photos-là sont du site de Mérignac. On est à la limite de Mérignac et de Saint-Jean-d'Illac, donc sur la route du Cap-Ferré. Et puis on a un autre site sur Saint-Jean-d'Illac où on fait du compostage de déchets organiques et de regroupement de déchets dangereux. Et ensuite on est installé aussi dans l'Aveyron, puis en Tunisie et en Guyane française aussi, puisque mes premiers amours, je suis revenu les voir, enfin bon, pas tous, hein, mais de territoire au moins, disons. Je ne vais pas tout vous raconter non plus. Bon.
Donc après, je me suis très impliqué. Je suis revenu en 86, j'ai repris en 91. Bon, 91 à 93, ça a été des années de crise économique extrêmement difficiles. Donc au démarrage, ça a été vraiment très très compliqué. Mais en même temps, en franchissant cette étape un peu initiatique de gestion de crise en même temps qu'on démarre, j'ai été obligé de réfléchir, d'être très dynamique, d'exceller un peu dans la gestion d'entreprise. Et à partir de 95, je me suis fait élire dans notre syndicat professionnel, dans notre fédération des entreprises de recyclage, FEDEREC. Et depuis 95, je suis au conseil d'administration de FEDEREC, donc au niveau national. Donc j'ai commencé d'abord par un mandat régional et ensuite, à partir de 2002, j'ai été dans un mandat national en tant que président de la branche recyclage de déchets industriels jusqu'en 2017 et après je suis passé à la formation et donc aujourd'hui je préside la destinée un peu de la formation, mais bon c'est un peu compliqué en ce moment. Donc j'ai été et notamment mandaté en 2007 pour être la voix du recyclage au Grenelle de l'environnement. Et donc ça m'a donné l'occasion de donner des messages clairs, j'ai essayé de les faire clairs pour pouvoir les faire passer dans le monde politique, et simples. Donc voilà, le recyclage peut être vu et même doit être vu comme une filière de traitement de déchets. Et en même temps, il faut aussi voir que tout peut être recyclé à partir du moment où on y met une quantité d'argent importante. Parce que, évidemment, de mettre tous les déchets dans un trou et de mettre un coup de bulldozer par-dessus, ça coûte forcément moins cher que toutes les autres activités de recyclage. Et donc, c'est bien là la voie concurrente du recyclage, c'est que, eh bien, ça coûte moins cher. Et donc, il est important, j'ai été un grand activiste pour augmenter la taxe sur les activités polluantes au niveau des charges, justement, pour renchérir le coût du traitement des déchets, de manière à ce que nous, professionnels du recyclage, on puisse trouver notre place économique, puisque c'est de l'industrie, il faut investir dans des machines, des bâtiments, et puis construire des filières de recyclage. Et donc tout ça, c'est vraiment une mutation de l'économie qu'il est indispensable d'envisager. Et, qui va dans le vent de l'histoire. A priori, oui, qui va dans le vent de l'histoire, mais il faut que l'économique y suive aussi. Parce que j'ai essayé de m'implanter au Brésil, parce que je me suis dit, voilà, le Brésil, il y a plein de choses à faire, il y a une population qui augmente, il faut protéger l'environnement. Mais oui, très bien, Monsieur Pénal, on va faire votre centre de recyclage là, et à côté, on va faire notre décharge. Et j'ai dit, oui, mais enfin, si vous avez une décharge à côté, mon centre de recyclage, je ne vais rien avoir à manger, je ne peux pas faire. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, il y a quand même une obligation de la part des politiques, à la fois d'adopter une posture fiscale qui fera que on va fiscaliser plus des choses qui coûtent pas cher et qui sont mauvaises pour l'environnement. Et il faut aussi avoir une politique un peu économique où il faut favoriser la mise en place de filières de consommation des matières premières recyclées. Et ça, c'est indispensable qu'on fasse les deux. Ensuite, il y a dans mes activités, pour finir mes activités, donc le Grenelle de l'environnement. Ensuite, j'ai beaucoup milité pour créer une filière nouvelle sur le recyclage, parce que quand j'analysais un peu les déchets que j'envoyais à la décharge, parce que j'ai voulu relever le défi que un jour j'arriverai à me passer des décharges. Parce que tous les déchets que l'on génère, il faut le savoir, je suis désolé de vous l'apprendre peut-être, mais c'est qu'à la fin, il y en a quand même beaucoup qui partent quand même toujours aujourd'hui à la décharge. Qu'on appelle ultimes, qui sont plus ou moins ultimes, mais en tout cas qui finissent à la décharge. Et ça me désole, parce que demain, il faut qu'on trouve d'autres voies. Ça veut dire que vous avez des fonctions de laboratoire intégrées dans votre entreprise Alors, on a de la connaissance. Oui. On a de la connaissance. Les laboratoires, on fait appel à des laboratoires tiers quand on a... Oui, on a des outils d'analyse, on a des outils de mesure, on a des pratiques, des méthodes.
Mais en fait, c'est quand même beaucoup de bon sens. Et ensuite, c'est beaucoup d'industrie. Et c'est de la matière première. Et donc, on est dans l'industrie de la matière première. Absolument. Et donc, aujourd'hui, mon entreprise recycle 1500 tonnes par jour. C'est-à-dire, tous les jours, il y a à peu près, 1000 tonnes, ça fait à peu près 40 camions pleins qui rentrent et qui sortent. Donc, il y en a 60 qui rentrent et 60 qui sortent. D'où viennent-ils? Ils viennent de la région bordelaise, principalement. Ah ouais. Oui, principalement. Mais parce que les conditions économiques, après ces années de lutte que j'ai eues pour faire renchérir la mise en décharge, avec le Grenelle de l'environnement, pour faire passer l'image un peu du recyclage, pour aussi donc permettre la mise en place d'une nouvelle voie, puisque dans mon défi, je me retrouvais avec des déchets qui étaient tellement mélangés, en carton, plastique, bois, cailloux, c'était difficile de faire un tri manuel. Et donc, de ça, on pouvait, en le broyant, le transformer en combustible pour les cimenteries, comme ça se fait dans le reste de la planète à peu près. Toutes les cimenteries consomment des matières plastiques triées, évidemment, parce que les cimentiers ont des exigences environnementales également, et ils ne peuvent pas faire brûler n'importe quoi non plus dans leur cimenterie. Mais la cimenterie, ce sont des contextes d'incinération qui sont extrêmement hautes en température, longues en durée de séjour, et donc ça dégrade parfaitement toutes les molécules organiques. Alors ça fait pas de l'alchimie non plus, hein. Si on met du cadmium, à la fin on trouve du cadmium quand même. Bon, ça je sais pas vous, je vais l'apprendre, mais toutes les molécules organiques peuvent convenablement être détruites, et donc nous, à partir des déchets, nous avons été la première entreprise en France à se mettre en place pour produire ce combustible à partir de déchets industriels. Et j'étais en place à Fédérec sur la filière recyclage des déchets industriels, et donc j'ai pu porter ce message-là au Grenelle, puis à la loi de transition énergétique, où on a créé une nouvelle rubrique ICPE, donc d'installation classée, avec des possibilités d'ouvrir des chaudières pour produire de l'électricité, de l'industrie, etc. Donc ça a été un vrai succès. Bon, j'étais obligé de me confronter, évidemment, à ceux à qui j'enlevais le pain de la bouche, les décharges, puisque si on ne voit plus en décharge et qu'on fait du recyclage, les décharges préfèrent que... c'est assez curieux quand on regarde un peu quelles sont les compagnies qui communiquent le plus sur le recyclage, quels sont ceux qui gagnent le plus avec les décharges, par exemple. Je vous invite à faire cette comparaison. Comme ça. Voilà, donc je crée la filière CSR à l'occasion de la loi de transition énergétique. Alors ensuite, donc, mon expérience en Amazonie, et puis ma vision, un peu, mon défi que je me suis donné de recycler tout, m'a amené un certain nombre de critères que je véhicule avec moi, qui sont ma philosophie un peu. Alors, d'abord, en revenant à l'entreprise, il fallait être bien dans son poste de travail, et ça reste une constante. Chez moi, dans mon entreprise, mon personnel, on est 200 personnes aujourd'hui, et tous les audits que j'ai, tout le monde dit qu'ils sont bien, qu'ils veulent rester, qu'ils veulent rien d'autre. Bon, parfait, je suis très satisfait. Bon, bien. Ensuite, je me suis dit que l'homme, plutôt que d'inventer des produits non biodégradables, hyper toxiques, qui se répandent sur toute la planète, il ferait mieux d'inventer des systèmes pour trouver de l'harmonie avec son environnement. Bon, moi, je trouve que c'est, quitte à utiliser notre intelligence, elle est brillante, l'intelligence, elle a des capacités pour faire de la bombe atomique, pour faire des trucs qui massacrent tout le monde, c'est super bien, mais on pourrait aussi faire des choses qui feraient qu'on trouve de l'harmonie dans notre présence sur Terre, nous, l'humanité, et son environnement. Et je pense que ça serait une bonne chose, et j'essaye d'œuvrer dans cette dynamique. Et ensuite, en Amazonie aussi, ce que j'ai compris dans les villages, les petits villages, eh bien, c'est que ces 4 ou 5 familles qui vivent au bord de la rivière, ils sont en mesure de couper les plus gros arbres. Les arbres, les trucs immenses qui ont 2-3 000 ans, ils sont capables de les mettre par terre, même avec des petites haches, ça prend du temps, mais à la fin, l'arbre, il tombe. Ils sont capables de tuer les plus gros serpents, les plus gros alligators, les caïmans,
Et en fait, c'est le prédateur ultime. Et je crois que c'est important aussi d'en être conscient que nous avons la capacité, nous, l'humanité, de massacrer tous les animaux, et on le voit sur les populations humaines qui sont arrivées en Amérique du Sud, où 5000 ans après l'arrivée de l'homme en Amérique du Sud, eh bien, 14 des 15 espèces de plus de 1 tonne ont disparu. Et que les restes de ces animaux, on les retrouve dans les campements humains. Ils les ont mangés. Et ils les ont massacrés. Et donc, je crois que ça nous donne quand même une grande responsabilité. Nous, aujourd'hui, que nous avons la possibilité d'avoir cette connaissance, d'être conscients de ça, ça nous donne une grande responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Alors, je le prends comme ça. Je crois que Donald Trump n'est pas tout à fait dans cette approche, mais il ne faut pas désespérer, il faut continuer à prêcher, et nous allons y arriver. Donc... ensuite, si je regarde au niveau de la matière, puisque pour faire le lien avec mon activité d'entreprise, nous sommes marchands de matière, et donc je regardais un peu dans l'écosystème de quoi est constituée la matière. Alors, j'ai mis les 4 éléments pour faire une petite parabole avec Aristote. Et bon, c'est vrai que les végétaux sont des êtres autotrophes, ils se nourrissent de lumière, d'air, d'eau et de sol. Et à part ces végétaux, tous les autres animaux consomment d'autres êtres vivants. Et donc la matière, finalement, vivante, elle est tôt ou tard consommée par un autre être vivant. Que ce soit un champignon, un asticot, ou un herbivore, ou un carnivore qui mange un herbivore qui a mangé le truc qu'il mangeait. Donc voilà, alors je vous ai mis quelques images en dessous de prédateurs qui sont tous prédateurs les uns des autres. Et même le requin, parfois, s'il meurt, il va se faire manger par l'écrevisse, enfin par l'écrevisse, peut-être pas par l'écrevisse, mais par la langoustine. Bon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est une certaine forme de réincarnation. Il ne se génère pas d'autres matières, mis à part les végétaux. Il ne se génère pas de matière, c'est juste de la matière qui est en permanence recyclée. C'est la biosphère, en fait. Oui, c'est le fonctionnement de la biosphère avec des paramètres abiotiques et ensuite tous les paramètres biotiques. Donc voilà, j'ai décidé de mettre en action, et donc qu'est-ce que j'ai choisi? De mettre d'abord en pratique ce que la nature, ou ce que j'ai compris de la nature. Ensuite, je pense qu'il est important, et je rejoins un peu Edgar Morin aussi là-dessus, c'est qu'il faut recontextualiser la société humaine dans son écosystème. Il faut, Morin appelle ça la trinité humaine, concevoir l'individu, la culture et l'espèce. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire un pas en avant et de prendre conscience que l'espèce humaine, à 7 milliards et demi ou 8 milliards d'habitants aujourd'hui, demain à 10, 12, eh bien, on a un impact non négligeable sur la planète, et je crois qu'il est important maintenant de prendre conscience que l'espèce humaine, c'est un peu une espèce de destruction massive, je dirais. Donc il faut quand même qu'on passe à qu'on ralentisse un petit peu notre voie de consommation. Oui, il faut qu'on se conçoive dans cet écosystème pour pouvoir changer d'attitude. Donc évidemment, ce que je souhaite mettre dans mon action, c'est l'harmonie entre l'humanité et la nature, et par rapport à mon métier plus particulièrement, de préserver les matières premières qui constituent nos biens de consommation, en les réinjectant, ces matières premières, dans le cycle de la production industrielle. Donc ça, c'est plus précisément mon action. Voilà, donc en 1994, au cours, je revenais encore, j'avais mes souvenirs d'Amazonie tout frais, je me suis défié à moi-même, j'ai dit je vais arriver à recycler tous les déchets qui passent entre mes mains. Alors on faisait beaucoup moins de déchets à l'époque, dans mon entreprise, et aujourd'hui on en fait beaucoup plus, et on a des taux de recyclage qui sont bien plus importants aussi. Donc on est sur le chemin, je ne suis pas arrivé à 100% encore, mais on y va petit à petit. L'objectif c'est 100% de recyclage, et l'économie telle qu'elle a été montée dans les 30 glorieuses,
c'était de l'économie linéaire, on appelle ça dans notre jargon, c'est-à-dire on extrait de la matière première, on prépare la matière première, on prépare des biens, on fabrique des biens de consommation, on consomme et on jette. Et on jette et on fait un trou et on met dans le trou derrière chez nous. Enfin, derrière chez le voisin plutôt d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas que ce soit chez nous d'ailleurs. Donc après, moi j'ai souhaité évidemment prendre une place dans ce cycle en inscrivant mon entreprise avant la décharge et pour le réinjecter dans le cycle de la matière première au moment où la matière première elle est produite. C'est-à-dire qu'on vient un peu rejoindre les flux de matière première vierge pour que on consomme moins de matière première vierge, qu'on consomme moins de nature, disons. Donc ça, c'était l'objectif, et après, l'idéal, ça serait d'arriver à il n'y a plus de décharge. Bon, alors ceux qui tiennent les décharges ne sont pas d'accord avec cette théorie, mais moi je pense que c'est la vraie voie qu'il faut. On peut même les recycler. Ça, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment faisable. Donc, pour vous donner un peu une dimension de ce que ça signifie, parce que ces paroles, ces projets, bon, c'est bien. On est dans l'industrie, et vous verrez les images de mon entreprise, c'est de l'industrie, c'est des milliers, des millions de tonnes qui sont transportées d'un endroit à un autre, préparées. Voilà, alors là, vous avez à peu près les tonnages, je vais me lever. Donc là, vous avez les déchets industriels. Hop, pardon. Oui, j'ai un micro dans ma cravate, oui. Là, vous avez la quantité de déchets industriels, à peu près 20 millions de tonnes de déchets industriels qui partent, qui sont éliminés. Il faut voir qu'il y a à peu près 40 millions de tonnes également qui proviennent de l'industrie et qui sont déjà recyclées dans le cycle du recyclage de la Fédération des entreprises de recyclage. Toute la ferraille, les vieilles voitures, tout ça, ça représente à peu près 40 millions de tonnes. Et donc il y en a à peu près 20-25 millions qui sont éliminés. La construction, bon, les déchets de construction, évidemment, ça fait des millions de tonnes parce qu'il y en a énormément. On est à 220 millions de tonnes. Ça, ce sont des chiffres de l'Observatoire national des déchets de 2019. C'est des chiffres annuels, ça. Oui, c'est des chiffres annuels, oui. Ensuite, les déchets de l'assainissement, il y en a à peu près 18 millions de tonnes. Et les ménages, les ordures ménagères, ça représente à peu près 25 à 30 millions de tonnes. Et donc c'est, en fait, ce qu'on voit surtout, nous, public, c'est surtout les déchets ménagers. Et en fait, ça ne représente qu'une toute petite partie, en fait, de l'ensemble des déchets qui sont générés par l'activité économique de notre société. Donc voilà, c'est quand même énormément de tonnes. Les déchets de construction ont été bien dynamisés ces dernières années par des orientations qui ont été données par le ministère de l'Environnement. Et un peu partout, on recycle aujourd'hui les bétons, les déconstructions de bâtiments. Et donc, même il y a un plan pour faire un diplôme sur les diagnostiqueurs de démolition, les diagnostiqueurs du bâtiment. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour justement donner les critères de ce que devront savoir ces diagnostiqueurs. Donc ça, c'est Frédéric nous l'avons fait. Donc ensuite, je vais vous présenter un peu des petits morceaux de mon entreprise, parce que j'ai diversifié beaucoup, parce que en me donnant le défi de recycler tout, évidemment, on ne recycle pas le fer de la même manière que le carton, ni que le bois, ni que la boue de station d'épuration, ni que le déchet vert. Et donc, je vous présente deux de mes multiples casquettes, disons. Mon action sur le compostage. Donc j'ai mis en route une installation de compostage pour les boues de station d'épuration en 2000, enfin en 99 exactement, le 15 décembre 99, donc on a reçu nos premiers camions de boue avec les déchets verts. Bon, c'était une grande aventure, un très gros investissement, j'ai investi plus que mon chiffre d'affaires annuel, donc pour vous dire, c'était quand même une grosse épreuve. Et 15 jours après, il y avait la tempête de 99, donc il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien qui marchait. Bon, quand je vous dis qu'il faut passer quand même par des épreuves initiatiques qui sont assez compliquées.
Aujourd'hui, on traite à peu près 45 000 tonnes par an de déchets organiques. On produit 15 000 tonnes de compost qui sont normalisés. Donc, dans mon action, j'ai également participé à la normalisation AFNOR des composts au début des années 2000. Donc, on produit des composts avec des boues, composts avec des sous-produits animaux et des composts avec seulement des déchets verts. Donc, qui sont adaptés à chacun des marchés. Ce sont des produits super efficaces. Tous les produits sont analysés avant la vente. Et que vous écoulez comment? Et on a un commercial qui fait le tour, qui vend à l'agriculture, à Soufflé, par exemple, qui sont des grands opérateurs. Sur le territoire aquitain, principalement. Bon, ça voyage pas bien quand même, parce que ça coûte pas très cher. Un peu les espaces verts. Après, on a travaillé beaucoup avec l'INRA pour caractériser les faits, avec les grandes cultures d'Aquitaine, le GRCTA. On a fait des essais sur 3 ans. On travaillait avec l'ENITA aussi à l'époque pour voir la capacité de rétention en eau que ça apportait aux plantes, etc. Donc on a un fonds documentaire qui est assez important, mais ça ne nous permet pas quand même de vendre au prix que ça vaut, normalement, parce qu'en tant que fertilisant, c'est vraiment très efficace, parce que il y a quand même quelques entreprises qui vendent des engrais qui n'ont pas forcément intérêt aussi, un peu comme les décharges. Donc, bon, après, c'est un peu la résistance du changement. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, moi, mon concept, c'était de dire, voilà, les déchets organiques que nous générons pour alimenter nos villes, en alimentant nos villes par la nourriture, les déchets de la ville, etc., nous pouvons produire de la fertilisation qui va être utilisée par le monde agricole pour produire les biens que nous consommons, enfin, la matière organique, enfin, les végétaux. Boucler la boucle, quoi. C'est pour boucler la boucle, c'est-à-dire c'est le cycle que l'on a dans l'écosystème. Alors, dans quelle mesure ce genre de cycles peuvent se mettre en place? D'abord, il faut qu'il y ait un équilibre économique de la filière. Donc, moi, principalement, je me fais financer mon activité de compostage par les générateurs de déchets. C'est-à-dire, celui qui génère un déchet me donne de l'argent pour que je le traite. Et ensuite, je le traite avec une barrière sanitaire, parce que pour la matière organique, pour le retour au sol, il est indispensable d'avoir une vraie barrière sanitaire. Donc, on a une phase de pasteurisation qui hygiénise les composts. Et de manière à ce que ça retourne au sol en ne risquant pas de contaminer, évidemment, les cultures. Et donc on a une technologie que j'ai appelée Adonis. Bon, c'est le don de la fleur, hein, bien sûr, c'est pas le don du dieu, mais enfin c'est les deux. Mais moi, toutes mes technologies ont des dons de fleurs. Je vous explique pas pourquoi, mais bon. Et ensuite, on a également un produit industriel, donc qui est régulier, qui est parfaitement analysé, tous les lots sont analysés, et donc on sait parfaitement l'effet que ça va faire dans le sol et dans les cultures. Et donc aujourd'hui, les seuls freins que nous avons, c'est l'acceptation du produit par le monde agricole ou par la grande distribution. Hein. J'étais la semaine dernière avec un agriculteur qui me disait oui, mais les composts de boue, on sait c'est super efficace, mais Carrefour ne veut pas qu'on fasse pousser des légumes sur les composts de boue, bien qu'il y ait moins de cadmium que dans les phosphates de je sais plus où, qu'il y ait moins de... Eh bien, alors nous, on a tout le menu analytique, et on a des problèmes pour vendre notre compost. Donc voilà, il y a tout un système, parce que c'est ce que je dis toujours, pour mettre en place le développement durable, il est indispensable de redistribuer les cartes. Et de redistribuer les cartes, ça va être c'est le problème. Ensuite, je finis là, le recyclage des déchets industriels. On a donc pareil, j'ai relevé le défi de dire les déchets industriels, c'est un mélange de palettes, de housses, de chutes de fabrication, bon, il y a un peu de tout. Avant, ça partait directement à la décharge. Aujourd'hui, on a mis en place un site, comme vous verrez, un site où on fait du tri, on sort toutes les matières premières, on les recycle, on fait des balles de carton, on fait des pressés avec les métaux, on broie le bois. On prépare tout ça. Aujourd'hui, je suis en train de monter une grosse usine de recyclage de plastique. Ensuite, on a une fraction qui est trop mélangée, dans laquelle on va extraire tout ce qui n'est pas combustible
et que l'on va broyer pour fabriquer du combustible à destination des cimenteries. Il y en a à peu près 30% aussi. Et ensuite, il y a à peu près 30% qui partent à la décharge parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est notre action. Et les conditions de la réalisation, bien évidemment, toujours pareil, l'économie, l'équilibre économique de la filière, forcément. Quel est le chiffre d'affaires de Pena? On fait 85 millions à peu près de chiffre d'affaires l'année dernière. Et donc ensuite, il faut aussi voir que si on veut recycler, il faut que derrière les voies de l'industrie qui consomme cette matière première soient accessibles. Donc si on recycle le plastique, il faut qu'on ait de la plasturgie dans le coin. Si on fait du compost, il faut qu'on ait de l'agriculture dans le coin, et, etc. Donc je pense que c'est important de bien voir le cycle économique. Et ensuite, on choisit aussi nos filières en fonction du coût ou du bénéfice que l'on a. C'est-à-dire, on peut vendre des matières, mais des fois, on préfère passer en payant. Les cimentiers, aujourd'hui, on livre. C'est bon. On livre les cimenteries en payant. Donc voilà, alors après, j'ai un petit film de 2 minutes pour vous présenter l'entreprise. Voilà. Donc je pense que ça devrait... Voilà, c'est parti. Donc ça c'est notre installation de Saint-Jean-d'Illac où on fait du compostage. Le recyclage ça, c'est moi. Bon. Peut se voir comme une fonction sociétale. Le déchet est aussi une matière première potentielle qu'il est important de réinjecter dans le cycle économique de la matière de notre société. Notre métier, c'est la valorisation matière, faire des déchets qui nous sont confiés par nos clients, des matières réutilisables pour l'industrie. C'est la base, c'est le recyclage. Notre métier, c'est aussi la valorisation énergie. Nous fabriquons du combustible de substitution. Il y a de l'énergie dans nos déchets, mais encore faut-il aller la chercher. Et nous avons été les premiers à fabriquer du combustible de substitution en France. Et aujourd'hui, nous permettons à des industries locales, les cimenteries notamment, de fabriquer du ciment avec une énergie peu coûteuse. Alors sur la plateforme de Saint-Jean-d'Illac, on a 2 activités principales. Une première activité qui est le compostage de matières organiques. Ça, ce sont les déchets verts que l'on mélange avec les autres déchets organiques. Là, ça, ce sont les bouts de station d'épuration. On va avoir un process que l'on a nommé AROM, aire de recyclage des ordures ménagères, qui nous permet en fait de valoriser sur une partie compostage et puis sur une partie fabrication de combustible de substitution. On arrive à avoir une valorisation globale entre la valorisation matière et la valorisation énergétique à près de 85%. Je serais très heureux si cette histoire pouvait être un petit peu un modèle avant-gardiste, utiliser la matière, que la matière soit dans un cycle continu comme elle l'est dans la nature et que nous puissions vivre dans une société durable. Et vos plus proches voisins, ils sont à combien d'usines? Sur les différentes installations, j'en ai qui sont à 0 mètre. Après, j'ai des voisins un peu partout. Hein. Après, j'ai des contestations. Oui, ça se passe bien. Globalement, on est en conformité avec l'ensemble des critères qui nous sont obligés. Après, il y a des gens de très mauvaise foi qui cherchent évidemment à détruire les entreprises comme la mienne. Et donc là, je subis beaucoup d'impact de ce côté-là. On retrouvera tout à l'heure avec les questions, mais j'en ai une seule. Vous avez dit que vous avez 200 personnes. Quel est le profil de vos salariés? Alors, le profil des salariés, au niveau de l'égalité homme-femme, je peux vous en parler, on est à 50-50, on a les mêmes salaires. Bon.
Donc tout l'encadrement est à 50-50. Après, tous les opérateurs qui sont dans la production, on a une majorité d'hommes, bon, il y a des conducteurs d'engins, il y a des trieurs manuels, il y a des chefs d'équipe, voilà, ça c'est pour ce qui est de l'opération. Ensuite, on a des services support avec des DRH, comptables, etc. Dans tout le staff qu'il y a avec une entreprise. De recrutement, Oui, on a quand même beaucoup de difficultés de recrutement. Et à ce titre-là, d'ailleurs, puisque mes dernières fonctions à Fédérec ont été de diriger Formarec, donc le centre de formation, et j'ai souhaité justement apporter des idées pour faire des joint ventures un peu avec des centres de formation pour apporter la technologie, le savoir-faire du recyclage. Parce qu'aujourd'hui, on a des experts en éco-conception, mais qui ne connaissent pas le recyclage. Parce qu'on n'enseigne pas le recyclage. Et donc j'ai entrepris un travail depuis 2 ans à la Fédération sur écrire la connaissance orale que nous avons dans la profession, c'est-à-dire écrire et décrire ensuite ce que nous faisons, nos pratiques, pour pouvoir les enseigner. Donc c'est un travail de fond que j'ai entrepris. Bon, on a déjà un certain nombre de formations, on a une 30aine de formations continues que nous distribuons. On a SQP, on a un bac pro, on a également ceux qui étaient à peu près du niveau licence que j'ai mis en place à la fin des années 90 à la Maison de la Promotion Sociale. Aujourd'hui, et qui a été repris par l'université, je crois bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, bon, moi, ça me faisait beaucoup de travail aussi, quand même, parce que j'ai une bonne capacité de travail, mais enfin, à un moment, ça sature aussi. Et du coup, on est tombé au moment où la réforme du financement de la formation professionnelle a été mise en place. Donc, les OPCA sont devenus les OPCO. Alors on a versé beaucoup, nous en tant qu'entreprise, mais finalement il n'y avait plus moyen d'organiser. Alors nous on a été rattachés à l'industrie. On a nos conventions collectives à Fédérec. Voilà, on est à l'industrie, alors que la Fédération des activités du déchet, qui gère plutôt les décharges, sont au service. Et nous, parce que c'est 2 fédérations qui sont un peu en conflit en ce moment, faut avouer. Donc nous sommes dans l'industrie et nous sommes rattachés à tout. Merci Marc. Et là, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, on en reparle. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'était intéressant.